Alors avec Béatrice, j'ai appris un certain nombre de choses, pas seulement du point de vue ethnographique, mais du point de vue religieux, de quelque sorte cette force religieuse et la force des rituels aussi. Et donc je suis rentrée chez moi, comme je le disais tout à l'heure, et puis peu de temps après, l'année suivante, il y avait une grande conférence à Zuni, au Nouveau-Mexique. Et cette amie, Cindy Gildé, qui venait chez moi, qui est de Yellowknife, m'a téléphoné pour me demander si je voulais l'accompagner, parce elle y allait avec des amis autochtones des Ojibwa. Il y avait quand même pas mal de... On était à peu près une douzaine là. Donc, moi, je suis partie avec tout le monde à, à Zuni. C'est une conférence qui était organisée par un groupe d'écologie. Donc il y avait des Premières Nations de plusieurs pays, dont d'Australie. Il y avait j'ai rencontré des femmes australiennes remarquables, des aborigènes. Il y avait aussi des représentants du Népal. Mais j'étais dans un état un peu plus complexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de participation, mais c'était plus d'observation. Et il y avait un Népalais qui était là, euh, s'intéressait à moi et voulait absolument m'inviter dans un monastère de Katmandou. Et je ne suis pas allée en fin de compte, mais disons, il a fait toutes les démarches pour que je puisse y aller. J'ai même reçu l'invitation du monastère de Katmandou. Et il m'a dit une chose qui était intéressante, il m'a dit que je ne savais pas respirer. Et c'est tout à fait vrai que les gens, en tout cas dans mon cas, je respirais plus à la surface et non en profondeur. Alors je lui ai dit que quand je rentrerai à Montréal, j'irai suivre des cours de yoga. Ce que j'ai fait pour apprendre à respirer, pour mieux, en quelque sorte, reprendre et évacuer. Alors je me suis joint à un groupe de yoga. J'étais quelque temps, pour rentrer dans les détails, mais disons que ça on peut couper ça, mais pour revenir à cette conférence à Zuni, là aussi la région est d'une très, très grande beauté. On a fait aussi on est allé chez les Navajos, et une anecdote, je ne sais pas si c'est intéressant de raconter ça, mais comment les gens sont sympas, c'est qu'on est allé dans une foire Navajo, et je pensais revoir des gens que j'avais connus, je n'ai pas vus. Puis j'ai acheté un maïs, un grand maïs, dans lequel j'ai mordu à toutes dents. Et en mordant à toutes dents, le bridge est tombé. Et je me suis retrouvée que j'avais plus de dents qui étaient plus devant moi. Mais ça, c'est ce qui arrive tout le temps sur le terrain, des histoires invraisemblables. Alors, il y a un des types, un Ojibwa, là, qui était à First Nation, travaillait à First Nation à Ottawa. Il vient tout de suite, il disait, "What's the matter with you?" Parce que moi, c'était comme ça. J'ai dit... Alors, il dit, d'accord, on rentre tout de suite. Et dans la voiture, on était plusieurs, et il y avait Ross, qui était la dame aborigène. Puis elle se tournait, puis elle me disait, "Come on, darling, show it to me." Moi, je disais, comme ça, puis elle me disait, "Tu sais, nous, hein, des dents, on n'en a pas." Et ce qui est remarquable, je veux dire aussi, c'est que si les gens, les plus belles dents que j'ai vues, c'est chez les Autochtones, mais à cause de l'alimentation, lorsque les Autochtones perdent leurs dents, alors là, c'est une vraie catastrophe. Mais quand tu vois les dents magnifiques de chez les Navajos, chez les Inuits, les Cris et autres, mais elle, ce qu'elle disait, on en a déjà vu des gens qui n'ont pas leurs dents à cause de ces problèmes. Et moi, j'étais comme ça. Alors, on a fait le voyage. Ce qui m'avait frappé, c'est que peut-être que dans ma société à moi, tout le monde se serait fichu de ma tête en me disant, un air fou, alors que pour les autres, c'était banal. Il n'y avait rien d'extraordinaire, c'était juste ennuyeux. Alors le soir même, j'ai trouvé un dentiste un samedi soir à Albuquerque, alors qui m'a très bien accueilli, qui m'a demandé des clopinettes pour le rembourser, qui a tout arrangé. Et quand je suis retournée à l'hôtel, tout le monde était dans une des chambres en train de boire une bière, puis là tout le monde, chaud, chaud. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un côté toujours très joyeux, ludique chez les Autochtones, d'échanges, et puis à condition de jamais s'apesantir, parce que ça c'est aussi très, très, très important. Alors,
je voulais aussi parler tout à l'heure, je parlais de Béatrice, de Cindy, de gens qui euh, comprenaient, mais c'est-à-dire que ce que j'ai éprouvé aussi par rapport au deuil, je ne voudrais pas trop m'apesantir, mais par rapport au deuil pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est que dans ce malheur-là, ce malheur, je pouvais le partager avec des autochtones parce que eux aussi ont perdu des enfants, des êtres chers, beaucoup plus que dans mon milieu. Parce que dans mon milieu à moi, j'ai plutôt entendu d'oublier, de me dépêcher d'oublier, que c'était très bien pour moi. Je veux dire des choses qui étaient plutôt pratico, tu n'auras plus besoin de t'en occuper, tu dois être bien comme ça, comme si c'était ça le but en quelque sorte, alors que chez les autochtones, le fait qu'eux-mêmes ont souffert, des pertes d'enfants comme chez les amis que j'ai connus ou chez les mères donc, que j'ai connues, qui avaient perdu aussi des enfants, elles savaient très bien ce que je ressentais, elles comprenaient très bien les sentiments que j'avais. Et euh, je suis donc allée, par exemple, assister à un rituel à Ouachat. Non, on était à Maliotenam. Ouachat, c'est dans cette île, c'est à côté de Maliotenam. Je suis allée à ce rituel et je suis allée chez Nokum, donc Madame Saint-Onge qui m'a accueillie. Et ensuite, on est allé au rituel, un rituel dit de guérison, comme celui que Béatrice m'avait organisé à Standing Rock. Et je suis rentrée. Et ensuite, Madame Volant, elle était à Montréal, elle est venue me voir. Alors constamment, j'étais des nouvelles, des lettres aussi. Nokum m'a téléphoné, Madame Volant, donc ces femmes-là qui étaient des femmes qui avaient souffert, mais qui connaissaient le bonheur, la souffrance et l'amour et l'affection, là, tous ces sentiments, sont occupées de moi comme si j'étais leur fille, et elles connaissaient François comme si François était leur fils ou leur petit-fils ou leur enfant. Alors il y a quelque chose de très fort qui s'est passé que je soupçonnais, bien sûr, mais que je ne soupçonnais pas par rapport à moi. C'est ça que je veux dire. Alors je ne veux pas m'étendre sur un sujet mais sur lequel j'ai écrit de toute façon, comme je me répète là évidemment, mais parce que c'est pour montrer que c'est quelque chose de très très fort. Et à un moment donné, j'étais, à la fin comme ça, après j'étais, mangeais plus, j'étais très 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 maigre. Alors je voyais des gens ici dans mon quartier, dans Outremont, puis les gens me disaient «Oh là là, qu'est-ce que ça te va bien! C'est bien qu'être comme ça, tout est lancé», alors que j'étais maigre. Et puis Madame Volant, je la rencontre, elle me dit «Oh», elle me dit «T'as l'air d'un squelette». Et, et j'ai trouvé que «T'as l'air d'un squelette», c'était la vérité. Parce qu'elle savait ce que c'était. Alors que les autres essayaient de faire des compliments. Ben, c'est intéressant tout à coup comme on découvre des choses. Hein. Puis ça me vexait pas du tout. Si un blanc disait Outremont m'avait dit Rue Bernard, t'as l'air d'un squelette, je pense que j'aurais pas aimé ça. Mais venant de Mnemnem, ça c'était autre chose. C'était mange, c'était autre chose, c'était maternel. Ouais. Enfin, moi j'ai gardé énormément d'affection. Et ça te sauve beaucoup. Ouais. Alors, j'avais quelque chose que j'avais voulu toujours tout faire depuis longtemps. Je voulais faire depuis longtemps. C'était faire le tour du monde en bateau. Et avant, j'avais quand même voyagé en Amérique du Sud. J'étais allée en Patagonie, jusqu'en Terre de Feu, à Ouachat. J'ai, disons, erré solitaire, mais en même temps, quand tu erres solitaire, tu rencontres toujours des gens. Et j'avais tout ce que j'avais, c'était un sac à dos, rien d'autre, parce que ce qui ne rentre pas dans le sac à dos ne vient pas avec moi. Donc j'avais qu'un sac à dos, ce qui faisait que quand j'arrivais d'un endroit à l'autre en Patagonie, ou jusqu'à Punta Arenas, je traversais tout à parvenir, pardon, j'avais que mon sac à dos et je passais pas trop pour une gringa jusqu'au moment où j'ouvrais la bouche. Mais là, c'est sûr, tu passes plus inaperçu. Alors que si tu débarques avec des valises à roulettes, des trucs comme ça, c'est l'enfer et tout. Et donc j'ai décidé que j'ai donc trouvé un bateau donc, qui faisait le tour du monde, un porte-conteneurs. Parce que ces porte-conteneurs, ces compagnies, elles acceptent, elles accueillent des passagers, donc 3, 4, 5 passagers pour le voyage entier. Donc
j'avais reçu un peu d'argent, j'avais quitté l'UQAM, j'avais reçu un peu d'argent, j'en ai profité pour me prendre un billet, et je suis donc partie pendant 3 mois et demi sur l'océan. Et on est parti de New York, on est passé ensuite en Virginie, ensuite à Charleston, euh, jusqu'au canal de Panama. Au canal de Panama, il a fallu attendre assez longtemps pour passer le canal parce qu'il y a toujours beaucoup de circulation. Ensuite, jusqu'à la porte des Amériques. Et là, on rentre dans l'océan Pacifique. Et l'océan Pacifique, où on est allé, moi, c'était en 97-98. Donc, c'est l'année d'El Niño le plus fort, à part celui de cette année. Alors, on arrive, c'est l'eau est d'un turquoise absolument fabuleux. Et jusqu'aux îles de la Société, jusqu'à Papette, là, tout ce qu'on a vu, c'est un bananier. Donc on est seul au monde, seul dans l'univers. Et où j'avais une cabine qui était c'était un bateau récent, il avait été construit en 95. Il s'appelait le Lavagna. Et depuis, je pense qu'il a changé 10 fois de nom. Il a été racheté maintenant, je pense qu'il appartient aux Chinois. J'ai jamais compris ces histoires de bateaux qui passent d'un à l'autre. Donc il est resté le Lavagna, le nom d'une ville en Italie, non pas Lasagna, Lavagna, je pense que quelque chose comme 2 ans. Et ensuite, on arrive donc à Papette, et avant de continuer en Nouvelle-Calédonie. Je dois dire que je t'ai dit, en montant sur le bateau, en sachant que j'étais là 3 mois et demi, que j'allais faire l'ethnographie du bateau. Je n'ai pas fait l'ethnographie du bateau, je l'ai fait, mais je tenais un journal de bord, parce que la situation était parfois absolument d'un haut comique. Et, comme je disais plus tôt, si j'avais été avec quelqu'un d'autre passager, j'aurais pas connu les histoires invraisemblables, parce que j'étais quand même une dame, là, j'étais une petite jeune fille là, qui cherchait l'aventure, et évidemment pas du tout, j'en avais rien à cirer de tout ça. Mais les gens sont tellement obsédés quand on est au milieu d'océan, c'est absolument invraisemblable. Et des chansons là, de Brel, une femme à chaque port, là, mais c'est vrai. Tu vois, moi je pensais que c'était une chanson, c'est vrai du tout. On arrivait, en tout cas, j'anticipe. Toujours est-il que il y avait dans ce bateau quelques passagers, dont un couple de Toronto qui était... la dame faisait un peu tu sais, le truc qui avait des problèmes psychiatres. Enfin, donc, comment ça s'appelle un tic, là, qui avait des tics. Je m'en occupais pas. Pour moi, je faisais le voyage et je ne voulais rien savoir de personne. J'étais très, très égoïste. Mais parce que je voulais justement, j'avais envie d'être là. J'avais apporté avec moi mon ordinateur, mon lecteur CD. J'avais une malle remplie de bouquins, de musique et tout. C'était important pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais on ne peut pas rester comme ça tout seul, même si on est très peu. Il y avait 23 personnes sur le bateau, dont 2 Allemands, monsieur qui m'avait demandé de lui apprendre le français pendant que je lui apprendrais l'allemand, qui m'apprendrait l'allemand, j'apprendrais le français. Puis je lui ai dit que, désolé monsieur, monsieur, moi je ne vais pas me donner des cours de français sur le bateau. Et le capitaine était un homme assez jeune, il n'avait pas 50 ans, il avait travaillé sur les pêcheries en Patagonie et aussi sur la côte Labrador. Donc dans des bateaux, la vie est extrêmement dure. Et en Patagonie, il avait rencontré une Tehuelche, donc une indienne Tehuelche qu'il avait épousée. Il était originaire du Schleswig-Holstein, où sa femme Tehuelche de Patagonie habitait pendant qu'il naviguait autour du monde 2-3 fois de suite, qui avait 2 enfants. La dame Tehuelche était belle, les enfants étaient moins beaux parce que le capitaine n'était pas terrible. Mais je me disais, de tous les capitaines qui naviguent là, en ce moment sur le globe, moi je suis tombée sur le capitaine qui a épousé une Amérindienne, c'est quand même rigolo, là, la conjonction des choses comme ça. Alors, il y avait l'équipage était formé, donc il y avait quelques officiers allemands,
Et l'équipage était formé de Philippins. Donc la langue qu'on parlait sur le bateau, c'était l'allemand, que je ne parle pas, l'anglais pour communiquer, et puis le tagalog chez les Philippins. Alors c'était une joyeuse compagnie, c'était intéressant. Moi j'étais bien sur ce bateau. J'ai fait un voyage qui pour moi était extraordinaire, mais il y avait souvent des choses qui se passaient du point de vue obsessionnel, du point de vue sexuel. Si par exemple je quittais le mess avec une banane, je ne devrais pas mettre ça sur le truc, mais là tous les marins se mettaient à s'esclaffer, tu sais, comme c'était extraordinaire. Ou alors il y avait du poisson, le capitaine se promenait avec le poisson pour qu'on sente le poisson. Tout était totalement obsessionnel. Et quand on est arrivé, bon, on est allé ensemble en Nouvelle-Calédonie. Moi, je riais, hein. Je riais tout le temps. Des fois, puis j'étais dans ma cabine, je tapais ça, puis je riais. On était en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'était bien chez les Kanaks. Là, il y avait. Ensuite, on ne restait pas longtemps parce qu'il fallait livrer les conteneurs, reprendre les conteneurs. Là, on est arrivé à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et c'est là que la Nouba a commencé. Alors, les jeunes femmes qui avaient eu des enfants avec les marins philippins ou les Allemands ont commencé à monter dans le bateau. Mais là, elles n'avaient pas leurs enfants. Elles montaient dans le bateau. Alors, on est resté 2-3 jours à quai à Auckland. Et c'était vraiment... Alors là, je découvrais un univers, c'est tout l'univers des marins, des femmes à chaque port. Et les gens qui boivent beaucoup aussi, qui se saoulent pas mal, etc. Moi aussi, je prenais un coup, là, tu sais, j'allais comme, je sais pas, etc., et fumais. Et ensuite, on est allé à Melbourne, et quand on est on est remonté à Sydney, là, la Nouba a encore recommencé, là, d'autres femmes. Alors, c'était vraiment extraordinaire. Tu es dans un monde, et je pense que le fait que tu es seule comme ça, les gens ne s'occupent pas de toi parce qu'elle est seule. Alors que s'il y a quelqu'un... Alors moi, j'allais m'asseoir au bar avec les Philippins, les marins philippins, qui m'apportaient toujours une bière ou qui me donnaient une cigarette pour fumer une petite cigarette et tout. Et ce qui choquait beaucoup le capitaine allemand, qui ne comprenait pas pourquoi je ne me mélangeais pas aux Allemands qu'aux Philippins. Mais pour moi, les Philippins, c'était comme si j'étais revenu en famille avec des gens qui étaient simples, pas simples, qui étaient des gens qui étaient généreux. Parce que c'est ça la générosité de l'âme, c'est d'être capable de se montrer. Donc je suis un peu ennuyeux mon voyage, parce que je l'écris, il est beaucoup plus rigolo. Alors après ça, on est monté en Corée, à Puchin. Puchin, on est monté en Corée du Sud. Et là, je descendais à chaque fois du bateau, j'allais me promener. Et on nous avait donné des papiers pour dire je veux rentrer au port, le bateau est tel nom, ou je veux aller à la maison des marins pour les marins philippins. Donc il y avait toutes ces lettres en coréen. Busan, voilà. Et je me promène, je vais voir les poissons et tout. Et puis pour rentrer, je prends un taxi et je montre au chauffeur de taxi, je veux aller à la maison des marins. Mais je ne savais pas, moi je pensais que je lui avais dit, je veux rentrer au port. Alors je voyais le type qui était complètement inquiet, puis il disait, c'était comme ça, il faisait gesticulait, moi je disais, hey, comme ça. Et puis à un moment donné, là j'ai vu qu'on s'en allait dans la montagne, on quittait la Busan. Alors je dis, hey, non, non. Alors là, elle m'a ramené au port. Il était tellement content qu'on est revenu au port. Il est sorti du taxi, il m'a serré dans ses bras. Parce que je pense qu'il voyait quelqu'un là qui était en train de commettre une grave erreur. Alors là, pour ça, c'est des ports immenses. Hein, c'est un des plus grands ports. Et par exemple, à Auckland, c'est pareil. Tu as des machines là, qui sont sur le port, qui descendent, qui montent les conteneurs. Mais à Papeete, c'était fait manuellement. Donc là, ça prend beaucoup plus de temps. Sydney, Melbourne, c'est mécanique. Et quand on est redescendu par Taïwan, on est allé à Singapour. Là, c'est encore un énorme port, là, c'est gigantissime. Puis on est remonté à Hong Kong. Mais à Hong Kong, on était à Kowloon. Là, à Kowloon, ce sont des petits bateaux qui vont autour du bateau pour prendre les conteneurs. Alors, c'est beaucoup plus long. J'ai eu le temps d'aller au musée, d'aller me promener à Kowloon, d'aller dans certains quartiers, etc. Puis même de consulter
un devin pour lire ma main. Comment on dit ça? De toute façon, tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit que j'avais mauvais caractère. Que j'en faisais qu'à ma tête, pendant que j'étais australienne. Alors j'avais acheté un truc assez rigolo au truc. Là. Oh, mais non, je peux pas le montrer comme ça, mais je pourrais le montrer après. Un petit coffret. Alors, ensuite, on est remonté, on a longé Ceylan. On est arrivé plus loin, beaucoup plus loin à la mer Rouge. Et ensuite, on a traversé la mer Rouge. Ah oui, mais avant, il fallait traverser le détroit, le fameux détroit de... Oh, vous regardez une carte, où il y a beaucoup de pirates, parce qu'il y a toujours des pirates à la mer de Chine, le détroit... J'ai oublié le nom du détroit, ça. Hein, comment? Hormuz. Non, pas Hormuz, ça c'est plus haut. De toute façon, une fois qu'on était dans le détroit, le capitaine était dans tous ses états, et là, il avait préparé les marins avec des boyaux d'arrosage pour vraiment chasser parce que les pirates sont très bien organisés, hein. Ils ont des machines très très rapides, ils ont des armes automatiques, alors que sur un bateau, les gens ne sont pas censés être armés et tout. Mais bon, on est allé, on a traversé tout ça avec sérénité, sans problème. Puis ensuite, la mer Rouge, mais là, c'est plus tard qu'il y a eu beaucoup de piratage. C'est après mon voyage. Donc, la mer Rouge, ensuite, on a pris le détroit pas de Panama, de Suez. Et des gens qui sont allés visiter les pyramides. Mais moi, je t'ai dit, je reste sur le bateau, je veux faire le tour du monde. J'irai voir les pyramides une autre fois que je n'ai pas vu. Voilà, c'est comme ça. Et à Port, on est allé à Port Suez, on s'est arrêté. Puis ensuite, c'était la Méditerranée, l'Italie, le détroit de Gibraltar. Ensuite, on remontait en Angleterre, à Londres. Ensuite, Hambourg, Le Havre. Et ensuite, New York. Et j'ai jamais été malade, pas du tout, rien du tout. Pourtant, il y a des tempêtes et tout. Je dois avoir le pied marin de mes ancêtres acadiens et tout. Donc j'ai écrit ça. C'est beaucoup plus vivant ce que j'ai écrit que ce que je raconte, parce que c'est trop long à raconter. Mais disons que c'était un voyage que je voulais faire, je ne rêvais pas d'avoir fait. Et quand on est arrivé à New York, je pense que si le capitaine m'avait... Mais je ne pouvais pas rester avec ce capitaine, il était trop fou. Mais si on m'avait offert de refaire le tour, je pense que je serais resté sur le bateau. Parce que j'étais comme protégée de tous les aléas de la vie, etc. etc. Oui, c'est absolument incroyable. Oui. Donc après ça, j'ai commencé à faire, j'ai fait autre chose et j'ai écrit l'autobiographie, toute une série de nouvelles, le journal de bord du bateau, les carnets de voyage, etc. Donc tout ça, c'est soit écrit, soit terminé, soit à l'œuvre. Voilà. Mais j'ai tourné le dos à l'université parce que c'était un milieu, j'ai fait ce que j'avais à faire, et comme on dit dans le langage courant, j'ai donné, mais j'ai pas du tout tourné le dos à ce qui est ce rapport qu'on découvre entre les humains, les êtres humains, puis avec les autochtones que j'ai connus. Sinon, je suis très reconnaissante, c'est ça que je veux dire.